c'était la démocratie, il y avait deux chambres, une assemblée, un sénat, alors des mécanismes pour, disons, refroidir la décision politique. On élisait des gens, ils avaient un mandat, on les laissait plus ou moins travailler, et on jugeait l'arrivée. Ça est complètement terminé. Vous êtes dans un système dans lequel, grâce à la réalité technique que tout le monde connaît, on élit quelqu'un le dimanche et on commence à le démolir le lundi. C'est absolument impossible de gouverner sérieusement les démocraties modernes, quelles qu'elles soient. Oubliez Poutine, les Chinois, du truc. C'est interne en fait. Et c'est très compliqué de réinventer l'art de gouverner les démocraties de façon raisonnable, en écoutant les demandes du peuple et tout en gardant son équilibre, c'est quasiment impossible. Donc il y a des tas de démocraties, de gouvernants, même quand il n'y a pas de démocratie, qui naviguent sans arrêt pour essayer de calmer les morceaux, les complexités de l'opinion. Il y a un phénomène en fait de radicalisation, d'atomisation, d'individualisation, sans parler des pays atteints par la maladie gaulliste, et ça s'ajoute. Ça rend à peu près impossible la réponse des démocraties par rapport à ça. Donc il n'y a aucune raison de s'étonner, d'être sidéré, que quand les gens votent, ils votent à travers des rejets. Vous l'avez dit, des rejets. Ils ne sont pas contre la mondialisation, c'était trop loin, trop vite. Ils ne sont pas contre l'Europe, ils n'aiment pas ce que l'Europe devient. Donc ils protestent. Ils devaient faire des insurrections électorales. Et l'indignation des élites, ou l'angoisse des élites, ou la panique des élites par rapport à ça, n'a à peu près aucun effet. On s'est parlé d'une crise interne qu'il faut essayer de traiter. Et par ailleurs, je ne crois pas que le monde actuel se définisse par une sorte de gigantesque affrontement entre les démocraties et les régimes autoritaires. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si on part comme ça, on n'arrivera à rien du tout. Yes, resonating, judging by the polls, much more vividly and closely with the French public. Alors, d'abord, je ne représente pas les institutions. Hein. Je ne représente que moi. Oui. D'autre part. That's a cop-out, but that's all right. Ok. D'autre part, je ne pense pas du tout qu'il y ait un problème de xénophobie. Je vais choquer certaines personnes, mais ce n'est pas le sujet, c'est une diversion moraliste qui ne sert à rien. C'est un problème de nombre, de chiffres. S'il y avait au total 20 millions d'Africains qui veulent entrer en Europe, on dirait welcome, il y a du travail pour tout le monde. C'est complètement différent. Je n'ai pas du tout une approche moraliste. Je pense que si on avait géré les flux migratoires dont on a besoin en Europe, je ne parle pas des autres pays, hein, sur la base de ce que disent les sociodémocrates danois aujourd'hui. Ils ont choqué certaines personnes, forcément ici. Si on avait géré comme ça depuis 20-30 ans, les mouvements extrêmes, ils feraient la moitié de ce qu'ils font. Marine Le Pen serait à 12-15 au lieu d'être à 40. Voilà ce que je pense sur le fond. Je pense d'ailleurs que même après énormément de batailles terribles, et je reviens, je serai obligé d'adopter un système dans lequel on négociera des quotas par métier, pour l'immigration légale dont on a besoin. On réduira l'immigration illégale. Quant à l'asile, il ne faut pas mélanger avec l'asile, c'est une confusion tragique depuis très longtemps. L'asile, ce n'est pas pour les gens qui veulent vivre mieux. L'asile, c'est pour protéger en vrai les gens en danger. C'est ça les conventions internationales sur l'asile. Les gens en danger pour des raisons de sexe, de race, de politique, de guerre, etc. Il faut distinguer les deux. Aujourd'hui, le droit d'asile, l'asile est totalement détourné. Les commissions spécialisées de l'ONU ont calculé que les mafias, les systèmes, tiraient plus d'argent du détournement de l'asile en Afrique que de la drogue. Ça va faire tout exploser. Si on ne corrige pas ça, dans 15 ans, il n'y a plus d'asile du tout. Du tout. Et on verra que Mme Mélanie est une centriste modérée par rapport à ce qu'il y aura après. Donc moi, je suis pour un système de négociation sérieuse, parce qu'on a besoin des gens, c'est-à-dire les accueillir après et les intégrer beaucoup mieux. Et il faut faire en sorte que les gens les plus dynamiques et les plus forts, qui quittent malheureusement leur pays en Afrique, on a besoin d'eux pour l'avenir, il faut arrêter de les aspirer de façon cynique sous le prétexte moraliste. Il y a des moments où la morale est morale. Ça donc j'ai un point de vue un peu brutal, que je ne traite pas du tout à partir de la xénophobie. Là, ce que j'entends, c'est pas inatteignable. Après tout, le Canada a pas mal géré. Il y a plein de pays dans l'histoire qui ont bien géré
respecté dans les autres cas. Et donc, il ne faut pas s'illusionner sur, il faut pas se tromper sur les origines du mouvement extrême radicaux. Plus ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les démocraties modernes, c'est impossible de répondre aux demandes de tout le monde. C'est impossible. Dans le meilleur des cas, un gouvernement hyper doué, hyper capable, va réussir pendant 2 ou 3 ans à satisfaire 40% des gens. Regardez, en Allemagne aujourd'hui, la coalition, il y a 3 partis très représentatifs. La popularité du chancelier est à 20% en Allemagne. En France, c'est un peu au-dessus de mon écran. On ne peut pas répondre à toutes les demandes du peuple, les gens, c'est impossible. Il faut accepter cette idée que les démocraties sont, même quand elles fonctionnent bien, sont par définition imparfaites. Mais c'est mieux que tout le reste. Celui qui s'entremêle, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire le contraire via le Clinton, ça c'est sûr. Ce n'est pas le sujet principal. Je dirais que moi je suis très positif sur la COP. C'est la première fois qu'on obtient des producteurs de pétrole et de gaz qui sont inscrits qu'il faut développer une voie, non pas tout sur l'abandon du pétrole tout de suite, mais pour développer les autres énergies. La bataille gigantesque de l'Arabie contre la conclusion. Donc la conclusion, c'est la meilleure imaginable, impensable il y a 15 jours. Ça ne suffit pas, évidemment. Je l'ai dit, la priorité absolue, c'est la sortie du charbon. Les économistes politiques, pas scientifiques, nous ont fait perdre 30 ans sur le nucléaire. Il fallait s'obséder sur un calendrier de sortie du charbon. Ça concerne l'Inde, ça concerne la Chine, la Russie, quelques autres pays en Europe. Mais permettez-moi une minute. Je n'ai pas traité la question de l'autoritarisme. Une question depuis le début, parce que autant je pense qu'on peut arriver, même si ça nous étonne, à une bonne gestion des flux migratoires, autant j'ai une vraie interrogation sur l'autoritarisme qui traduit le besoin d'autorité. Alors même dans les démocraties les plus remarquables, les gens disent mais ça ne marche plus. Les sociétés sont tellement désintégrées, atomisées, communautarisées, judiciarisées, etc., etc., etc. On a tellement réduit les pouvoirs à rien, que de la communication ridicule et sans contenu, qu'il y a un besoin d'autorité. Alors comment on rétablit l'autorité nécessaire pour traiter tous les sujets dont on a parlé, sans tomber dans l'autoritarisme dont on ne veut pas. Et là je reconnais que, je me résume, hein, mais je n'ai pas convaincu de résultat qu'on puisse aboutir, donc je ne crois pas que la démocratie directe soit une bonne réponse à la crise de la démocratie représentative. Parce que si on les questionnait tous les matins, sur nos engins comme ça, pour savoir si on rétablit ou non la peine de mort, est-ce qu'on va confirmer demain ou émouler, c'est monstrueux, c'est la dictature de tous sur chacun, et on ne peut même pas aller assassiner le tyran, parce que le tyran c'est tout le monde. Donc il faut vraiment sauver la démocratie, mais on n'y arrivera pas sans la rendre pas à nouveau une union fonctionnelle, efficace, capable d'avoir pas tous les résultats, mais des résultats quand même. Et ça, je reconnais que c'est pas évident. Ça, vous n'avez rien demandé. Les mondialisateurs, c'était certains pays, certaines idéologies, certaines forces économiques. Et en fait, ce que nous avons vécu, c'est une américano-globalisation, une américano-dérégulation. Et à l'arrivée, les peuples échappent à ça. Donc il ne faut pas prendre la mondialisation comme étant une sorte d'abstraction scientifique. On peut travailler sur comment on corrige les choses. Before I go to the audience and open up the debates, Laura, some people, of course, are asking whether this global shift towards authoritarianism is a temporary deviation or rather a lasting departure, if you will, from democratic principle. So the question is, can liberal society still muster the strength and are capable of reversing this trend that we're seeing? The United States, must just mention, have a very, very crucial election coming up next year. So does India. Many countries are facing the democratic tests at a very critical juncture here. Do you think what we're talking about here, authoritarianism, in the rise of authoritarianism and populism in liberal democracies, when we look back in history books, is this going to be perceived as a temporary phenomenon, or is this here to stay?
No, yo creo que esto es cíclico.